On a vu dans une vidéo précédente une des 3 boucles au programme en prépa HEC, la boucle if then else. Dans cette vidéo, je t'explique les 2 autres, la boucle for et la boucle while. Le tout à travers un exercice autour d'une suite arithmético-géométrique. Les boucles while et for, très utiles avec les suites. On va prendre, pour comprendre, on va le faire à partir d'exemples. On prend cette suite-là, une suite arithmético-géométrique. Et on va un problème qui affiche U5 en supposant que Scilab ne connaît pas la formule de la suite arithmético-géométrique. D'ailleurs, il ne la connaît pas. Comment on fait? Donc, on va regarder. Là, il y a 2 méthodes. Il y a une méthode qu'on va voir plus tard avec les matrices. Et la méthode que j'appelle là l'ancienne, parce que c'est ce qu'on faisait avec l'ancien... avant Scilab, on utilisait Turbo Pascal et on utilise ce genre de truc. Et c'est pour ça que en fait, ça réapparaît. Parce que c'est les exos d'avant. Et on va voir concrètement comment ça fonctionne. Avec l'exemple, ça te permet de comprendre la boucle for et le fait d'écraser l'ancienne valeur. On démarre, on a U qui est égal à 5000. Donc ça veut dire que j'affecte 5000 à U. 5000 c'est quoi? C'est la valeur de U1. Donc là concrètement, j'ai la valeur de U1. U a la valeur U1. Derrière, j'ai K qui est égal à 2. Donc ok, K prend la valeur 2. Ensuite, j'ai U égale U sur 4 moins 10. Moi, je sais que j'ai UN plus 1 qui vaut 1 sur 4, UN moins 10. Qu'est-ce qui se passe quand j'affecte ça? Ce U-là, c'est lequel? Ce U-là, c'est lui. Donc, j'ai affecté ici U1. Quand je fais U1 sur 4 moins 10, j'obtiens quoi? J'obtiens U2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrasé l'ancienne valeur de U dans la nouvelle valeur, dans la même variable. Donc U, il a effacé son ancienne valeur pour mettre une nouvelle valeur qui est la valeur U2. Donc là, U possède la valeur U2. La même variable, mais avec une nouvelle valeur. Derrière, comme j'ai K allant de 2 à 5, n'oublie pas, c'est le vecteur ligne 2, 3, 4, 5. Là, c'est le départ. Là, c'est le pas. Et là, c'est stop. 2 points. CF vidéo précédente. K prend la valeur 3. Derrière, je refais la même chose. U qui prend la valeur U sur 4 moins 10. Sauf que ce U-là, bah maintenant c'est lui, donc c'est l'ancien U, qui est cette fois U2. Je fais U2 sur 4 moins 10, j'obtiens un nouveau U, ce nouveau U, ça va être U3. K prend la valeur, on lui affecte 4. Même schéma, U qui prend U sur 4 moins 10. Ce U là, c'est l'ancien U, donc U3. Et donc le nouveau U, c'est U4. Et évidemment, avec K égale 5, ça va être la même chose. K prend 5, U prend U sur 4. Celui-là, c'est le U précédent, qui est écrasé, donc cette valeur est effacée, pour entrer dans la nouvelle valeur, c'est-à-dire la valeur U5. À la fin de ma boucle, ça c'est la fin de la boucle, on voit qu'il y a le end, donc le end il est ici. À la fin de ma boucle, U il contient quoi? Il ne contient plus les anciennes valeurs, il contient juste U5. Donc quand j'ai fait disp U, qui veut dire afficher, c'est aussi la première vidéo, qu'est-ce qu'il affiche? Ben, il affiche U5. Donc tu vois, qu'est-ce que c'est la boucle for? En fait, à chaque fois, j'ai le même calcul. Donc au lieu de l'écrire plein de fois, je fais une boucle qui va répéter à chaque fois. Là, ici, on remarque, c'est que là, ça ne dépend pas de K. Mais tu auras plein de calculs où ça dépendra de K. Il y aura des exos, je te conseille bien de les faire justement avec les différents changements d'indice, c'est assez technique, mais ce cas-là peut intervenir dans le calcul. Ici, il n'intervient pas, mais il est là pour marquer en fait le coup qu'on va à chaque fois faire un nouveau calcul. Là, il affiche U5. Maintenant, imaginons qu'on voulait qu'il affiche U1, U2, U3, U4 et U5. On va voir pareil une autre méthode dans le petit E avec les matrices.
Mais imaginons qu'on veuille le faire juste avec ça. Il faudrait les afficher progressivement, puisqu'à chaque fois, les valeurs sont supprimées. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire un disp. Disp. Donc, je mets U, et je peux marquer la valeur de U1 et. Entre guillemets, ou apostrophe, parce que c'est là, en ligne de droite à gauche, virgule, et là, ici, c'est en dur, là, c'est en mou, donc ça met la valeur qu'il y a à l'intérieur. Derrière, j'ai K2, K qui prend la valeur 2. Donc là, ici, j'ai la valeur U2. Donc si je fais disp U, je vais afficher la valeur de U2. Et je peux même la jouer, mettre un petit truc pour mettre U2 égale. Là, en dur. Là, je mets K qui prend la valeur 2. Et U en dur. Donc il va m'afficher U2 égale U2. Et donc pareil à chaque fois. On voit que ça marche. Donc là, j'ai KU. On voit que ça marche à chaque fois. Donc je peux l'insérer dans la boucle. Et là, ben, c'est l'exemple justement du K. Là, j'ai disp U, virgule, K égale U. Et ça me permet d'afficher chacune des valeurs. Tu vois, U1 égale tac, parce que c'est le U1 qui est écrit en dur. U2 égale 1240, U3 égale 300, U4 égale 65, U5 égale 625. Maintenant, imaginons qu'au lieu de faire K allant de 2 jusqu'à 5, j'ai fait K allant de 1 jusqu'à 4. Bon, au lieu d'avoir 2, 3, 4, 5, j'aurais eu 1, 2, 3, 4. On a vu que pour le calcul ici, ça ne change rien puisque le calcul ne dépend pas de la lettre K. Quoi qu'il arrive, là, ici, je calcule les U2, calcul de U3, calcul de U4, calcul de U5. Pourquoi? Parce que je partais de U1. Mais là, je pars toujours de U1. Donc quand je vais faire U qui prend U sur 4 moins 10, je vais pareil faire calcul de U2. Calcul de U3, U4 et U5. Sauf qu'on voit qu'il y a un décalage. Il y a un décalage avec le K. Donc quand je vais faire afficher, au lieu de mettre K, je vais mettre K plus 1. Comme ça, quand K vaut 1, ça m'affichera U2 égale la valeur de U2. Quand K vaudra 2, ça m'affichera U3 égale la valeur de U3, etc. Ça, c'est la petite technique. J'aurais pu faire aussi un autre cas où cette fois, j'affichais le disp avant. Donc si j'affichais le disp avant, là, au moment où je mets le disp, quand j'ai K égale 1, là, je départ, j'ai U qui prend la valeur U1. Ensuite, j'ai K qui prend la valeur 1. Et là, j'affiche, sauf que je dois afficher la valeur de U1. Donc c'est pour ça que je vais mettre en fait U1 égale et la valeur de U1. Ensuite, je calcule U2. Et quand K prend la valeur 2, je vais afficher U2 qui est égal à la valeur de U2. Et après, je calcule U3. Etc. C'est pourquoi en affichant le disp avant, j'ai juste UK égale. Alors que là, je faisais avec K plus 1. Parce que je l'affichais après. Donc très attention, tu peux, si ça t'embrouille un peu, n'hésite pas à refaire le détail, comme le détail que j'ai fait ici. Ça te permettra de voir plus clair. Et c'est des trucs, je te conseille de beaucoup t'entraîner. Ça c'est, en fait, on commence à le comprendre en faisant plusieurs fois, en faisant le détail plusieurs fois. Et après, la logique rentre dans ton cerveau et ça devient easy. Mais il faut passer par cette partie-là où je vais tout détailler. Ça va te faire beaucoup de bien. De toute façon, tu peux télécharger le doc et le faire tranquillement et tu verras, à la fin, ça donnera ses résultats. Tu peux même le taper sur ça pour vérifier. Autre remarque, l'importance du point-virgule ici. Remarque que quand ce qui s'affiche, c'est juste les valeurs là. Normalement, quand je fais un calcul, il m'affiche le résultat du calcul. Sauf que moi, en ayant marqué les points-virgules ici, il ne m'affiche pas à chaque fois dans quel cas on est. Sinon, il aurait affiché K égale 2. Là, il m'aurait affiché le résultat du calcul, mais en ayant mis le point-virgule, il ne m'affiche pas. Ce qui fait que j'affiche juste ce qui a marqué dans le disp. Donc le point-virgule est très utile ici. Maintenant, arrivons à l'autre boucle, la boucle while. La boucle while, c'est très utile quand on va nous demander le plus petit n tel que un est plus petit que 10. Pourquoi? Parce que là, dans cette boucle-là, on savait jusqu'où on voulait aller.
For, c'est quand on sait où on va. On sait où on s'arrête. While, c'est on ne sait pas où on s'arrête. Donc on va faire tant que ça marche, on continue. Ou alors tant que ça marche pas, on continue. Moi, je sais que mon UN, il est décroissant. Je sais qu'il démarre à 5000, et donc à un moment, il va baisser. À un moment, il va descendre en dessous de moins 10. Moi, je veux le plus petit n tel que UN est plus petit que moins 10. Comment ça marche? Imaginons que je veuille le faire à la main. Ça me donne quoi? Je teste, je me dis ok. Au départ, U, je lui donne la valeur 5000. Et N, il prend la valeur 1. Ensuite, je teste. Est-ce que U, il est plus grand que moins 10? Je prends le truc contraire. Je prends que moins 10? Oui. Donc, je continue. Je vais faire le suivant. Je vais dire, ok, N, il va prendre la valeur 2. Donc, ça va être N qui prend N plus 1. Tu verras pourquoi après. Et U, il va prendre la valeur U2. Donc, je vais au rang suivant. Le deuxième valeur U2, c'est 1240. Est-ce que U, il est plus grand que moins 10? Oui. Donc, je continue. Là, tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est un test. C'est quoi comme test? C'est ce test-là. While U est plus grand que moins 10. Moi, je sors le plus petit tel que U est inférieur ou égal à moins 10. Donc, toujours qu'on fait un while, on prend le contraire de ce qui est demandé. Parce que c'est tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, là, c'est le compteur, le fameux n qui augmente. Et là, c'est le calcul. Donc, je fais ce calcul-là. Est-ce que U est plus grand que 10? Oui. Donc, n prend la valeur 2. Et U prend la valeur U2. Est-ce que U est plus grand que moins 10? Toujours oui. N prend la valeur n plus 1. Donc, n prend la valeur 3. Et U prend la valeur 300. Est-ce que U est plus grand que moins 10? Oui. Donc N prend la valeur 4 et U prend la valeur 65. Est-ce que U est plus grand que moins 10? Oui. Donc N prend la valeur 5 et U prend la valeur, donc U5 qui est 6,25. Est-ce que U est plus grand que moins 10? Oui. Donc N prend la valeur 6 et U prend la valeur U6, c'est-à-dire moins 8,4375. Est-ce que U est plus grand que moins 10? Oui, encore. Donc cette fois, N il prend la valeur suivante, donc 7. Et mon U prend la valeur moins 12,109375. Est-ce que U est plus grand que moins 10? Cette fois, non. Donc, fin de la boucle. Qu'est-ce que j'ai à la fin de cette boucle? J'ai le n, c'est le plus petit n, tel que un est inférieur ou égal à moins 10. Pourquoi? Et c'est le premier n pour lequel ce test n'a pas marché. Donc tu vois l'intérêt. Là, j'ai fait ma boucle. Tant que le est plus grand que moins 10, j'augmente les n et je calcule le u suivant. Et à la fin, j'affiche ce dernier n. La question D. Le programme qui affiche le plus grand n tel que n est plus grand que moins 10. Celle-là, si elle tombe, elle va faire un massacre. Parce que les gens vont chercher un programme et vont faire un while u strict inférieur ou égal à moins 10. Mais ça ne marche pas puisque le u, il n'est pas inférieur ou égal à moins 10. Sauf que, si on reprend le truc ici, c'est qui le plus grand n tel que un est supérieur à moins 10? C'est lui. 6. C'est qui? C'est celui d'avant. En fait, tu fais exactement le même programme que celui pour trouver le n, le plus petit n tel que n est inférieur ou égal à moins 10, et tu prends le précédent. Exactement le même programme, sauf qu'au lieu d'afficher n, là j'affiche n-1. Ça, c'est une belle ruse de renard. Dernière chose, et là on va arriver justement sur le truc qui est spécifique à Scilab et qu'on ne pouvait pas faire avant dans l'ancienne prépa HEC qu'on avait le Turbo Pascal, c'est conserver les valeurs. Quel va être l'intérêt de conserver les valeurs?
Bon, ça va être déjà pour les affiches plus pratiques, mais aussi pour tracer une ligne brisée. Moi, je veux une ligne brisée qui donne les valeurs de U1 jusqu'à U15. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une matrice. Je initialise ma matrice en mettant 0, 1, 15. Donc, c'est une matrice qui a une ligne, 15 colonnes. On n'est pas obligé de le faire, mais souvent les correcteurs croient qu'on est obligé, donc on va le faire pour pas trop secouer les correcteurs. Les correcteurs sont pas forcément super forts en Scilab. Même si là ça fait quand même quelques années, donc je pense qu'ils commencent un peu à maîtriser le truc, mais je sais que les premières années, on leur donne une correction et ils regardaient, ils comparaient. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que tu mets un truc dans Scilab, tu justifies ce que tu fais. Comme ça, si tu as une correction qui est différente mais qui marche, parce qu'il peut y avoir plusieurs façons de faire le même programme, enfin tu arrives au même résultat avec des programmes différents, au moins tu montres que tu ajustes. Bon, là, concrètement, 0,15, c'est-à-dire que là ici, j'ai ma matrice, hop, première case, deuxième case, troisième case, etc. jusqu'à la 15e. Au départ, il n'y a que des zéros. Derrière, U1, donc c'est-à-dire j'affecte 5000 au premier coefficient de U. Donc là, j'affecte 5000, c'est-à-dire la valeur de U1. Et ensuite, je fais ma boucle pour k allant de 1 à 14. Je calcule pour le UK plus 1, je prends le précédent, que je divise par 4, et j'enlève 10. Ça fait qu'en fait, je calcule U2 ici. Après, je remplace. Derrière, quand k, là, c'est quand je le fais quand k égale 1. Quand k égale 2, je calcule U3, puisque U2 plus 1, c'est U3, etc. Si j'avais mis for k égale 2 jusqu'à 15, attention, là, quand on prend la formule UK plus 1 égale 1 quart de UK moins 10, c'est quand k égale 1, U2, c'est 1 quart de U1 moins 10. Mais pour calculer U2 avec cette formule, c'est U2 qui vaut 1 quart de U2 moins 1 moins 10, puisque 2 moins 1, ça fait 1. Donc attention, ça c'est le coût du changement d'indice, très important. U2 qui vaut 1 quart de U1 moins 10, selon que lui c'est K plus 1, c'est-à-dire que K égale 1, et là du coup là c'est bien K, mais si je dis que lui c'est K, bah ça veut dire que lui c'est K moins 1, puisque K égale 2, et donc K moins 1, bah, il vaudra 1. Donc attention, selon d'où on part, n'hésite pas, quand tu vois qu'il y a un décalage d'indices, tu vas avoir plein d'exos là-dessus, à bien t'entraîner, à poser à chaque fois UK plus 1 en fonction du K ou UK en fonction du K moins 1, selon comment tu démarres. Et parfois, justement, l'énoncé va t'imposer le for K pour que, justement, voir si tu penses à faire ce changement d'indice. En ECE, c'est plutôt en parisienne. En ECS, à l'EDEC, tu peux clairement avoir ça. C'est déjà tombé en plus. Après, ben, je crée mon vecteur avec mes abscisses et je fais le plot comme tu as vu dans la vidéo précédente. Plot XU, les abscisses, les ordonnées, et j'ai ma ligne brisée. Et j'aurais pu également le tracer avec plot 2D. Donc assez technique tout ça. N'hésite pas à revoir la vidéo et à bien détailler chacune des étapes pour que tu comprennes. Ça, faut vraiment le coup de détailler comme je l'ai fait là. Je ne l'ai pas fait forcément sur tout. Essaie de faire sur les autres où c'était un peu flou. Et tu vas voir qu'à chaque fois, ça va bien rentrer. Il ne faut pas hésiter à beaucoup détailler sur les boucles pour être sûr de ne pas se planter. Le plus important, c'est le début. Moi, en fait, chaque fois que je fais une boucle, je fais le démarrage de ça ou le démarrage de ça pour justement être sûr de ne pas me planter sur les indices parce qu'on t'attend là-dessus. Donc, si tu fais bien gaffe à ça, tu t'en sortiras super bien. J'espère que ça t'a plu et que ces boucles sont devenues familières. Le cours utilisé dans cette vidéo fait partie d'un PDF de 70 pages qui regroupe le programme de première année. Tu peux le télécharger gratuitement et donc refaire ce que tu viens de voir quand tu veux. Car comprendre c'est bien, mais pour assimiler vraiment les notions, rien de mieux que de refaire 2 ou 3 fois. Le lien pour télécharger le PDF est dans la description. Prochaine vidéo, le calcul de n factoriel, d'une somme sous forme de sigma ou d'un produit sous forme de pi. Ciao!